La première nouvelle du jour est une nouvelle nationale, un témoignage recueilli la semaine dernière sur la maman d'une petite victime d'un instituteur dans la préfecture de Gunma, un assistant scolaire, pas un instituteur, un assistant scolaire, pardon, de 69 ans qui avait été arrêté pour des actes obscènes, des viols et des agressions S filmées en plus sur des élèves de primaire. Cet homme a été bien entendu mis à pied. Il a écopé d'une interdiction d'exercer, d'une petite peine de prison, très très légère, puisqu'il a pris 5 mois de prison. Il doit repasser en jugement pour d'autres affaires, mais pour les abus qui ont été dénoncés en premier, eh bien, il a pris une très petite peine. Il est revenu travailler dans un autre centre et en attendant son jugement définitif, eh bien, il a été autorisé à travailler à nouveau dans cette école, à un autre poste, plus en contact avec les enfants, mais tout de même. Et bien la maman de la petite victime, grâce à laquelle l'affaire a éclaté, a donné une interview qui est assez intéressante. L'école n'est-elle pas censée protéger les enfants ? Elle a eu des consignes de la part du ministère de l'Éducation, comme l'ont énormément de victimes et de parents de victimes surtout. Il ne faut pas faire de grabuge pendant la période des examens. Il ne faudrait pas ébruiter cet incident qui risque de porter tort à notre institution. Etc., etc. Elle a reçu énormément de messages en ce sens de la part du directeur, mais aussi de la part du ministère, de la part d'agents du ministère qui sont venus la voir chez elle, lui proposant bien sûr réparation, etc., mais avec à chaque fois cette implicite condition de ne pas ébruiter la chose et de ne pas médiatiser la chose, sachant que sa petite fille de 8 ans a été violée, a été abusé à maintes reprises par ce vieux monsieur on va dire de 69 ans, qui l'a obligé à lui faire des fémations à plusieurs reprises tout au long de l'année en filmant les choses pour les vendre ensuite sur des sites spécialisés. Donc on n'est pas dans quelque chose de léger, et même si ça avait été léger, c'était pas mieux. Les faits remontent pour ces derniers au 22 janvier où un enseignant avait trouvé l'assistant scolaire seul avec la petite élève en question dans une petite pièce qu'on appelle là-bas la salle de préparation. La petite fille étant en train de faire ce que je vous ai dit juste avant. L'homme a nié tout comportement inapproprié lors de l'enquête de l'école et a déclaré « Je n'ai rien fait ». C'est elle qui... je vous passe les détails qui sont vraiment immondes. C'est elle qui l'a bien cherché, voilà, parce que elle allait rentrer en 6e l'année d'après, donc elle ressemblait plus à une jeune fille qu'à une petite fille. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, vous l'avez entendue à maintes reprises. C'est à cette période-là que l'enseignant qui a surpris cet homme a convoqué l'aide scolaire, plus la maman de la victime, et lui ont dit qu'il ne fallait pas faire de vagues pendant la période des examens et la période de renouvellement des accréditations, et que si possible, eh bien, il serait bien d'attendre un peu si elle pensait porter plainte, mais que la plainte n'était peut-être pas la meilleure des solutions et qu'un arrangement pourrait peut-être être trouvé. Je cite une des phrases qu'a dit le directeur de l'école, donc qui est censé représenter l'autorité et la pédagogie à cette maman. Vous savez que les médias aiment ce genre d'histoire, n'est-ce pas ? Vous ne voudriez pas devenir la proie de ces charognards et jeter notre école en pâture. Et votre fille, vous avez pensé à son avenir si tout le monde sait ce qu'elle a fait à cet homme ? Donc c'est elle qui a fait à cet homme, vous suivez ? Voilà. Le directeur avait auparavant été le professeur principal du frère aîné de la jeune fille,
Et la mère le considérait comme quelqu'un de bien, de digne de confiance. Il avait trouvé des solutions pour le frère aîné, donc son fils, qui avait des problèmes en mathématiques. Elle lui faisait donc entièrement confiance et elle n'a pas compris pourquoi elle lui proposait ça, sachant que sa fille subissait ce genre d'horreur depuis des mois, peut-être même plus. Sa fille, la victime, souffre de mutisme, de troubles caractérisés par des facteurs psychologiques et d'autres qui l'empêchent de parler, un stress post-traumatique, pleure sans interruption. En gros, elle a tous les symptômes d'une victime avérée. Finalement, l'école a signalé l'incident au conseil d'éducation de la ville, mais aucun des deux n'a voulu informer la police, demandant à la mère d'attendre, puisqu'ils avaient la situation bien en main et gérer la chose. Leur raisonnement, ce qu'ils avaient pensé auparavant, et bien sûr on n'en avait pas parlé à la maman, c'était de discuter de la réponse appropriée, demandant à disposer de temps pour confirmer les faits. Sachant que l'enseignant les a trouvés et qu'on a retrouvé les vidéos et les photos sur le portable qu'il a effacé. Presque on va dire, regardez, j'efface tout, voilà. Allez, c'est bon, ça ne compte plus, c'est plus sur mon téléphone. On oublie tout, voilà. La mère est devenue de plus en plus méfiante, soupçonnant l'école d'exploiter l'incapacité de sa fille à témoigner pour étouffer l'incident. Vous savez ce que c'est, une petite fille abusée, eh bien c'est très compliqué, surtout au Japon, il n'y a pas de structure appropriée. Vous savez déjà, je vous en ai parlé à maintes reprises, combien c'est difficile, c'est un parcours quasi impossible pour une victime de viol ou de violence adulte d'aller porter plainte, d'être prise au sérieux, que l'affaire soit instruite, que la plainte aboutisse, etc. Là, pour une enfant, c'est encore pire, c'est quasiment impossible. Voilà. Elle a amené sa fille pour une consultation chez un pédopsychiatre à l'hôpital, qui s'est douté de ce qui s'était passé, qui lui a conseillé de porter plainte immédiatement. Elle a pris les vêtements que sa fille portait le jour de l'agression, que par un instinct sûrement maternel, ça n'existe pas, elle avait conservé en l'état pour les donner à la police. Voilà. On a retrouvé sur ces vêtements, la police scientifique a retrouvé sur les vêtements de la petite fille des traces de sécrétion, on va dire. L'homme a été arrêté juste après pour suspicion d'agression S et d'attentat à la pudeur sans consentement. C'est un intitulé. Certains ont révélé, après une petite enquête de police, les copains et copines de classe, plus du personnel hors enseignant, a déclaré les avoir vus plusieurs fois ensemble, plusieurs jours avant l'incident et même quelques semaines auparavant, mais n'en avoir informé personne, pensant que la petite fille avait peut-être un lien de parenté ou d'amitié familiale avec cet homme. Voilà. Le procès a eu lieu, un procès anticipé devant la section de Ota du tribunal de district de Maebashi, et l'homme a reconnu les faits mais les a minimisés, et c'est justement cette version qui a été retenue, c'est-à-dire il a commis des faits, donc on va le condamner, mais la façon dont il a minimisé les faits, c'est-à-dire en disant qu'ils avaient un lien spécial et qu'il ne lui avait jamais demandé de délation ni d'attouchement, mais que c'était elle qui lui avait proposé. En tout cas, ça a marché puisque l'homme a été très très peu condamné. Voilà. La maman témoigne que depuis, sa fille ne peut plus communiquer avec les autres. Sa fille est complètement mutique. Sa fille ne peut plus aller à l'école, ou en tout cas, si elle y va, elle n'y fait plus rien. Là, pour les autres actes, il a été à nouveau condamné à 6 mois de prison avec sursis, 2 ans de prison avec sursis, et en tout, il a une mise à l'épreuve de 4 ans pour un autre acte précédent. Il n'a toujours pas fait de ferme. Le tribunal a bien dit pendant ce verdict que ces actes étaient méprisables, abusant de sa position à l'école, mais que les faits ne pouvaient être reconnus formellement, malgré les suspicions avérées de certains témoignages, etc. etc. Voilà.
l'école primaire avait demandé une ordonnance de non-divulgation, c'est-à-dire qu'il voulait que ce procès reste en huis clos, ce qui est tout à fait normal, une affaire de viol sur mineur, mais que la presse, bien sûr, ne soit pas informée et que le nom de l'école ne soit surtout pas divulgué. La maman l'a fait, et l'école porte plainte contre la maman. Si vous cherchez une définition au mot indécence, peut-être que ça va vous donner une petite idée. Depuis, le directeur n'a pas été muté. Les superviseurs de l'équivalent de l'académie n'ont pas été révoqués ni mis en cause pour quoi que ce soit. Et la maman a reçu, suite à la fin des délibérés et à la parution dans le Mainichi Shimbun, une lettre, un avertissement sévère écrit par le conseil scolaire, voilà, disant qu'elle avait porté atteinte non seulement à la vie privée de sa fille, alors elle fait ce qu'elle veut, la vie privée de sa fille, mais aussi à la réputation du collège. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est couramment pratiqué, je vous en ai parlé à maintes reprises, mais c'est quelque chose que moi j'ai pu constater aussi par moi-même, même si une expérience personnelle ne vaut rien, mais et que il y a des langues qui se délient un petit peu sur les abus, que ce soit des abus mais aussi la violence, les violences dites pédagogiques qu'on passe sous silence. La loi est très floue là-dessus. Elle est très claire quand ça se passe dans un cadre hors école, mais elle est très floue quand ça se passe dans un cadre scolaire. En tout cas, la maman donne des interviews. Elle a donné une autre interview à Fuji TV. Et elle essaie de dénoncer un peu l'omerta qu'il y a, même dans le milieu des parents d'élèves, qui sont tous contre elle, ou presque, mis à part quelques mamans courageuses. Elle a demandé une révision à ce procès, elle a contacté un avocat avec une association de parents d'élèves, elle demande un examen objectif de la réponse de l'école pour peut-être pouvoir couvrir ce cas et ensuite tirer un peu sur le fil pour parler de façon nationale de toutes ces choses qui ne se font pas, de toutes celles qui se font, mais aussi, surtout de celles qui ne se font pas. C'est un témoignage vraiment bouleversant à lire ou à écouter. Voilà, vous pouvez le lire sur le site du Mainichi Shimbun ou sur la chaîne de télévision Fuji TV. Je ne manquerai pas de vous parler des suites de ce genre d'horreur, mais c'est une affaire à suivre très longtemps encore, je pense. La deuxième info du soir nous conduit dans tout le pays, mais plus précisément à Tokyo, pour la préparation des élections. Eh oui, ça va vous surprendre que je mette dans une rubrique criminelle la préparation des élections, mais vous le savez, bientôt il va y avoir les élections à l'Assemblée métropolitaine de Tokyo. Ça commence vendredi, là, dans quelques jours. Et la police métropolitaine a renforcé les systèmes de sécurité, un peu partout, parce que, si vous vous souvenez bien, il y a quelque temps de cela, l'ancien Premier ministre, M. Abe Shinzo, est décédé pendant un meeting pour la même élection, avec une arme, je vous renvoie toutes les vidéos que j'ai faites, une arme artisanale, etc. Et quelques temps après, le Premier ministre, donc c'était en 2022, l'année d'après, en 2023, c'est son brillant successeur, M. Kishida Fumio, qui a été l'objet d'un attentat avec une machine infernale, une pièce de métal piégée, une bombe artisanale, voilà. Et qui s'en est très bien tiré, mais enfin, il y a eu un attentat contre lui, Itu. Alors aujourd'hui, et puis plus récemment, ça c'était assez anecdotique, mais monsieur Ishiba, donc le Premier ministre actuel dont tout le monde se fiche, parce qu'il est aussi intéressant que ses prédécesseurs, politiquement parlant, et le siège du parti en place a failli être l'objet d'un attentat. On a arrêté le monsieur, voilà, tout va bien, qui finit bien. Donc là, on est en plein dans la campagne, et
il y a un énorme ras-le-bol depuis la crise du Comims. Faut pas dire ce mot, sinon on a de problème. Au Japon, comme ailleurs dans le monde, eh bien, beaucoup de gens, la crise financière, beaucoup de crises, eh bien, le fait que le parti, le PLD, donc le Parti libéral-démocrate, soit au pouvoir quasiment de façon discontinue depuis sa création après-guerre, soit impliqué dans quasiment tous les scandales financiers, soit impliqué dans énormément dans la chute et puis la ruine du pays, tout simplement, fait que les gens ont plutôt envie de changement. Mais vieillissement de la population oblige, eh bien, les votants sont en majorité les anciens, et les anciens sont conservateurs, même s'ils ne voient pas que c'est à cause du PLD et de tous les ministres et premiers ministres successifs que leur fonds de pension est parti il y a fort longtemps avec l'eau des nouilles, et qu'ils ne toucheront rien s'ils ne travaillent pas jusque 99 ans pour avoir tout leur trimestre. Mais donc ils votent pour le PLD parce qu'on a toujours fait comme ça, et si on a toujours fait comme ça, on va pas changer. Ceux qui veulent du changement, ce sont plutôt les jeunes qui ne votaient pas mais qui commencent à voter un petit peu, mais aussi les exclus, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ont du temps libre et qui traînent beaucoup sur les forums, les choses comme ça, et ce sont eux qui prennent les choses en main et qui, de temps en temps, eh bien, envoient des lettres de menaces, des mails, des SMS, des choses à nos chers politiciens pour leur dire tout l'amour qu'ils ont pour eux et tout ce qu'ils aimeraient leur faire, pas que des câlins. Et c'est donc ce qui est arrivé, pas plus tard qu'il y a 3 ans, à monsieur Abe, et il y a 2 ans, à monsieur Kishida. Donc la police a développé de nouvelles techniques de protection, mais aussi elle a mis en place un énorme arsenal et des troupes absolument partout, des agents civils également pour scruter les faits et gestes de tous ceux qui vont venir assister au meeting. La police interpellera également les individus qui rôdent à proximité des lieux où des personnalités doivent comparaître 24 heures avant. Voilà. Toute personne se livrant à des activités suspectes sera immédiatement fouillée puis placée en garde à vue jusqu'à la fin du meeting politique, restant à définir ce qu'est une activité suspecte. D'après les dires du préfet de police, ça pour bien être juste passer à proximité des lieux, parce que là, je crois que si jamais les candidats se font fumer, c'en est fini du préfet de police, et peut-être aussi du règne sans partage ou presque du PLD. Voilà, un peu plus léger, je tenais à vous en parler tout de même, et à faire suivre, à voter. La nouvelle suivante... La nouvelle suivante nous laisse à Tokyo. On va parler d'une arrestation assez intéressante, voyez-vous, et ça va nous permettre de définir des choses, vous allez voir. La police métropolitaine de Tokyo a procédé à une arrestation des plus étonnantes et intéressantes. 8 hommes et une femme ont été arrêtés et sont mis en examen pour escroquerie sur au moins 110 personnes à travers le Japon pour un montant total de plus de 500 millions de yens. Et oui, savez-vous qu'au Japon, je ne lis plus ma brève, eh bien dans beaucoup de lieux publics, aussi de gares, de stations de métro, de grands magasins, dans la rue, un peu partout, vous pouvez vous faire dire la bonne aventure, c'est-à-dire vous faire lire les lignes de la main, vous faire tirer les cartes, etc. Surtout les lignes de la main, la chiromancie. Et c'est considéré comme quelque chose de tout à fait officiel, voyez-vous. Mes ex-épouses, à maintes reprises, ont dépensé les derniers deniers au fond de mon porte-monnaie pour aller se faire dire la bonne aventure, et m'ont même obligé, sous peine de subir les derniers outrages, à me faire moi-même lire dans la patoune. Voilà, j'étais très content de savoir que peut-être que ça allait bien, mais qu'en ce moment, comme ça allait pas trop bien, peut-être que ça irait mieux. Voilà, pour 10 000 yens. Et eh bien, c'est une chose entendue, ils ont pignon sur rue, et puis ils ont leur petit booth, leur petit kiosque, voilà, leur petit stand, voilà, merci, c'est gentil. Et tout le monde va se faire tirer, mais savez-vous qu'il existait des escrocs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas vraiment
des voyants, de faux voyants. Voilà. L'affaire a été signalée par une femme septuagénaire qui utilisait tout qu'à distance, mais qui allait aussi sur in situ, et qui avait finalement, étant donné son grand âge, mais aussi son grand âge moyen, mais aussi son incapacité à se rendre sur le stand de son tireur de cartes et liseur de bonne aventure préféré, eh bien, elle avait effectué plus de 350 transferts d'argent en 10 mois pour se faire lire les lignes de la main sur photo à distance pour un montant total de 7,37 millions de yens sur son petit PEL de vieille dame. Et eh bien, elle a découvert, par le biais d'une amie à elle, qui elle allait voir un vrai voyant, que ses prédictions n'étaient pas tout à fait dans le credo habituel de la façon de faire pour lire les lignes de la main. C'est donc elle qui a lancé l'alerte, qui a fait son travail de lanceuse d'alerte en disant « Je pense que ce voyant-là est un escroc », contrairement aux autres qui sont des gens de toute bonne foi. Je n'ai pas dit complètement, de toute bonne foi. Voilà. C'est une pratique très répandue, vous l'aurez compris, et eh bien il se trouve qu'il y a, je l'ai appris depuis, je ne le savais pas, grâce à cette dame, on a réussi à détricoter comme ça ce lien, et on a découvert que, eh bien il existe, et je l'ai découvert en même temps, je me répète, une accréditation pour les voyants, pour ceux qui vont tirer les lignes de la main et les cartes dans les stations de métro, dans les stations de train, dans les rues, etc., ils ont une reconnaissance officielle pour pouvoir faire leur travail, et ils ont aussi une reconnaissance religieuse qui valide leurs prédictions parce qu'elles se réfèrent à quelque chose de vaguement religieux, je ne sais plus quelle religion des deux. Voilà. En tout cas, je viens d'apprendre cela, et ces personnes-là, ces 8 hommes et femmes qui sont donc mis en examen pour escroquerie, utilisation illégale de la voyance, etc., donc on rentre dans des sphères assez intéressantes, eh bien, risque jusqu'à 7 ans de prison, donc pour les escroqueries qu'ils ont fait, et jusqu'à l'équivalent de 9 millions de yens d'amende. Ils vont être condamnés à coup sûr, puisqu'ils ont l'Amicale, qui est un syndicat, en fait, des liseurs de lignes dans la main et des tireurs de bonne aventure de cartes sur le dos. Ils vont donc être condamnés pour escroquerie. Tout est bien qui finit bien, puisque les voyants honnêtes, eux, pourront continuer leur activité en toute légalité et vous demander 10 000 balles pour vous dire que ça va peut-être aller bien, mais qu'il se pourrait que ça aille mal aussi. Voilà. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit une fois de plus à Tokyo et à Saitama, où la police métropolitaine Tokyo a procédé à l'arrestation d'une bande de jeunes gens venus d'Afrique subsaharienne qui se livraient, plus précisément du Nigeria, du Cameroun et de Côte d'Ivoire, d'une vingtaine d'années, qui se livraient à la fraude amoureuse internationale et qui étaient venus sur place pour récolter les fruits de leur travail. C'est quelque chose qui existe et qui arrive de plus en plus, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais la fraude amoureuse commence à vraiment porter ses fruits au Japon, alors qu'avant les brouteurs étaient spécialisés plutôt dans le vieux continent et dans les États-Unis, eh bien, étant donné le nombre de célibataires d'un certain âge qui voudraient trouver chaussures à leurs pieds que l'on trouve au Japon, ou qui ne voudraient pas mais à qui on force un peu le pied, eh bien, ça devient une activité très lucrative. Pour vous parler des affaires les plus récentes, trois personnes japonaises, 2 femmes et un homme, se sont fait escroquer chacune de plus de 8 millions de yens. En quelques jours, les victimes ont été dupées par des hommes qui se faisaient passer pour des militaires américains, des fonctionnaires des États-Unis en poste au Japon et qui cherchaient à refaire leur vie avec des gens de leur âge, voire même un peu plus âgés. Et donc c'est la première victime dont on va parler, c'est une femme de 59 ans, originaire de Fukuoka, et qui parlait depuis quelques semaines avec un employé des Nations Unies cantonné à Okinawa, qui était veuf, qui avait 48 ans et qui était très beau. Elle recevait beaucoup de photos d'un grand homme
costaud, blond, aux yeux bleus, élancé, avec sa belle casquette de West Point et son uniforme, et elle en est bien sûr immédiatement tombée amoureuse. Il lui a demandé au début juste de parler, sachant que la dame ne parlait pas anglais. Il y a ça aussi qui joue énormément, c'est la peur des seniors japonais, et même plus jeunes, de ne pas pouvoir parler anglais, d'échanger via des logiciels de traduction. Eh bien, est venu le fameux moment du « j'aurais besoin, parce que tu sais qu'avec les relations internationales, diplomatiques, blablabla, nos salaires sont gelés, blablabla, j'aurais besoin que tu m'envoies des sous pour prendre l'avion, pour venir te rejoindre, gna gna gna. Ah mince, je suis coincé à l'aéroport du Kansai, par exemple, envoie-moi des trucs parce qu'il faut que je paie, et mon passeport m'a été pris. » Et comme ça, c'est monté jusqu'à des 8, 9, 10, 20, 30 millions de yens. Cette femme-là, une autre femme de 58 ans de Sapporo, mais aussi un homme de 46 ans, un homme de Tokyo, qui est tombé dans le même panneau avec une femme américaine, soi-disant, qui en fait était un jeune homme de 19 ans, originaire du Nigeria, et qui était clandestinement sur le territoire japonais depuis plus d'un an, non, depuis moins d'un an, depuis 10 mois. Voilà. La police a démantelé ce réseau, qui non seulement agit de l'étranger de plus en plus. On estime pour l'instant, depuis le début de ce type d'escroquerie, à environ 11 000 personnes, généralement de plus de 45 ans, qui ont été victimes et qui ne retrouveront jamais leur argent, sachant que quand on parle d'argent aussi au Japon, c'est très compliqué de communiquer, de demander, etc. La peur fait qu'il y a très peu de plaintes, la peur de la honte, par exemple. Voilà. Donc là, sur le territoire japonais, pour l'instant, eh bien, Saitama, pour l'instant, on a retrouvé un bâtiment occupé illégalement par 4 hommes, 2 originaires du Nigeria, 1 du Cameroun et 1 de Côte d'Ivoire, d'une vingtaine d'années, donc plus jeune, 19 ans, et qui étaient résidents, pour certains, dans la préfecture de Chiba et de Kanagawa, qui étaient là de façon illégale et qui occupaient cette maison de façon illégale, mais avec un internet détourné et un Starlink pour communiquer avec le pays. Ils auraient escroqué un peu plus de 800 millions de yens pendant l'année de leur forfaiture. Et comme je vous le disais maintenant, eh bien, non seulement ils agissent depuis leur base en Afrique, mais aussi de plus en plus, ils viennent directement dans le pays pour avoir des interactions, parfois même, d'après ce que semble montrer l'enquête, avec des figurants qu'ils recrutent dans des clubs, etc., des occidentaux, pour aller récupérer des sous, avoir un dîner ou faire un date avec leurs victimes. Voilà. Il y a bien entendu des avertissements de plus en plus sur toutes les applications les plus utilisées au Japon, Line étant la plus utilisée. Je sais que ça ne dit pas grand-chose à vous qui me regardez, mais c'est le réseau social le plus utilisé au Japon, qui ne l'est quasiment pas en Europe, et sur lequel eh bien, sévissent ces fraudeurs amoureux internationaux. Voilà. Le gouvernement a pris les choses en main, ça va aller mieux. Mais en tout cas, bien, il y a des gens qui pleurent, des gens qui perdent tout, des personnes âgées qui perdent tout, c'est pas des milliardaires qui envoient tout leur argent, et d'autres qui mettent fin à leur jour, comme j'en ai déjà parlé quelques fois. Allez, on en reparlera parce que c'est quelque chose qui débarque en force. Affaire à suivre.